Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui donne la parole aux jeunes, mais l'émission également qui éveille la conscience des jeunes. Vous connaissez le principe de l'émission, scindée en deux parties. La première partie, elle, sera consacrée à une phobie qui touche aujourd'hui des jeunes, aussi bien des adultes également. On parle de la gamophobie. La gamophobie, entendez par là la peur du mariage, la phobie du mariage. Pourquoi aujourd'hui cette phobie représente un danger chez la jeune génération? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Pas très loin de la première thématique, en deuxième partie d'émission, nous allons parler de la tromperie. La tromperie qui est définie par certaines personnes comme étant une erreur. Mais est-ce le cas? Est-ce que la tromperie, quelque part, ce n'est pas un choix? Eh bien, la réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. C'est des habitués. On a une nouvelle également. Vous saurez de qui il s'agit, évidemment. Il s'agit de notre ami Morel. Morel, vous êtes évidemment un habitué du plateau Génération News, entrepreneur. Merci d'être nôtres aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Toujours un plaisir, Régis. Plaisir partagé également pour Murphy, étudiant en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Régis, un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre ami Trésor. Vous êtes formateur en télémarketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Et on termine avec la nouvelle sur ce plateau de Génération News. Olivia, étudiante en journalisme et communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News, ma chère Olivia. C'est moi qui vous remercie. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va parler de la gamophobie. C'est vrai que pour beaucoup, ils vont découvrir un peu le thème. Je pense que la phobie, en l'occurrence, pour beaucoup aussi, ça a été le cas, une découverte. On parle de la gamophobie. Entendez par là la peur du mariage, tout simplement. La peur de s'engager, la peur des anneaux. La gamophobie. Comment expliquer ça aujourd'hui, mon cher Morel, cette phobie qui commence à s'installer un petit peu chez des jeunes, quand on pense que c'était beaucoup plus l'inverse, les jeunes se mariaient très tôt et divorçaient très tôt aussi, c'est un constat, mais là on a l'impression que cette phobie s'installe petit à petit dans la conscience des jeunes. Comment l'expliquer? D'accord. Bon, déjà pour expliquer la gamophobie, on rappelle déjà que la gamophobie, comme vous l'avez dit, Régis, c'est la peur de l'engagement, la peur du mariage. Maintenant, pourquoi les jeunes ont peur de s'engager? On trouve plusieurs raisons qu'on peut énoncer. Et parmi ces raisons-là, je peux citer déjà, c'est comment dire, cette peur de l'échec déjà, premièrement. La peur de l'échec, parce que la société a mis une telle pression liée à l'événement qu'est le mariage, que les jeunes ont peur de se marier et que ce soit un échec et qu'après ils soient pointés du doigt. Donc l'échec ressort déjà comme étant l'une des premières peurs des jeunes, entraînant le phénomène de la gamophobie. Autre raison que l'échec, on a aussi la peur pour les femmes, surtout la peur de rentrer dans ce complexe-là de femmes soumises. Parce que nombreuses sont les femmes qui se disent aujourd'hui que dès qu'elles seront mariées, n'ayant pas compris déjà le concept de la soumission dans le mariage, nombreuses sont ces filles, ces jeunes filles et ces jeunes femmes-là qui se disent qu'une fois mariées, elles seront soumises à leur mari, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire dans ce sens-là où quoi que ce soit que le mari dise, elles doivent le faire. Pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, cette peur pour beaucoup de personnes de s'engager, Olivia, est-ce que la responsabilité peut être vue aussi comme l'un des facteurs clés qui empêchent beaucoup de jeunes aujourd'hui à se lancer dans le mariage? Moi, je trouve que les jeunes ont peur de l'incapacité. C'est-à-dire? Voilà, c'est la peur de ne pas pouvoir remplir, sinon... aller au bout, en fait, c'est-à-dire les charges, ce que demande le mariage, en fait. Voilà, toutes les responsabilités que le mariage peut engorger, les jeunes ont peur de ça. Les jeunes ont peur du changement. Parce que la vie que je menais lorsque j'étais au lycée, au secondaire et à l'université, elle ne sera pas la même lorsque je serai à 2 pas de mariage ou lorsque je serai déjà dans le mariage. Donc, tous ces changements-là font en sorte que les jeunes... On peut observer une certaine réticence au niveau de l'engagement. Donc oui, La responsabilité, la peur de responsabilité peut être un facteur clé pour expliquer évidemment cette peur du mariage chez les jeunes. Trésor, la gamophobie, c'est vrai, on l'a dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la peur des responsabilités, d'autres points soulevés, cette incompréhension de la soumission qui n'est pas une mauvaise chose dans le mariage, évidemment, est-ce que tous ces facteurs-là, évidemment, quand on parle du mariage, on sait que le mariage, c'est une institution, il y a des codes, ça obéit à des
codes. Et évidemment, vous voyez, l'homme, il s'habille en noir, la femme, elle est habillée en blanc. Donc, il y a un code dans le mariage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait aussi qu'il n'y a pas eu peut-être ce legs de la part de la famille fait en sorte que ces jeunes soient un petit peu réticents à l'idée de s'engager dans le mariage. C'est-à-dire, est-ce que ces jeunes comprennent vraiment ce que ça représente le mariage, l'institution que ça représente, le mariage? Ben, effectivement, c'est un aspect qui fait en sorte qu'il puisse y avoir de la gamophobie. Parce qu'il faudrait savoir que l'un des facteurs qui est la cause de la gamophobie, c'est surtout aussi la hantise du passé. Ouais. Lorsqu'on a eu une mauvaise expérience du fait de nos parents qui se sont mariés, mais le mariage a été une expérience assez médiocre, des disputes dans la famille, papa frappait maman, maman insultait papa. Alors là, du coup, on a l'impression que se marier n'est pas quelque chose de très important. Et autre chose que disait M. Morel, on a ici la peur de s'engager. Pourquoi? Parce que s'engager signifie qu'on est responsable de quelque chose. Ouais. Or, lorsqu'on s'engage, c'est qu'on s'est preuve d'une part de notre liberté. Aujourd'hui, le monde nous promet beaucoup de choses. Le plaisir avoisant, le voyage, l'exploration. Or, lorsqu'on s'engage avec une personne, on doit se priver de ces mécanismes-là qui feront en sorte qu'on soit privé de beaucoup de choses. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le jeu, on est dans le nous maintenant, quand on parle évidemment du mariage. La gamophobie, en fait, on est vraiment dans, comme son nom, phobie, c'est la peur, c'est-à-dire on est vraiment dans la peur de l'engagement. C'est assez fort quand même, Murphy, c'est-à-dire on se retrouve aujourd'hui avec une génération qui ne réfléchit même pas dans le fait est-ce que je dois m'engager ou pas. C'est systématique, on a peur du mariage. Comment le mariage aujourd'hui peut autant faire peur à une jeunesse? Est-ce que tu comprends déjà un peu cette peur-là, au-delà des points soulevés? Est-ce que tu peux comprendre qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui représente l'avenir de demain et se retrouve dans une phase où le mariage, mais c'est vraiment c'est prohibé, quoi. Comme aussi on peut le dire ainsi chez les jeunes. Quels peuvent être les dangers liés à cette gamophobie en lien avec les jeunes, évidemment? Alors, cette peur-là, elle est significative. Et c'est surtout la peur de l'inconnu. L'inconnu, le mariage, c'est un gros inconnu pour beaucoup de gens. C'est vrai. Il faudrait déjà commencer à parler du mariage. Montrer aux jeunes les bienfaits du mariage. Parce que je crois que c'est cette communication-là qu'il n'y a pas aussi dans les familles, peut-être dans la société. Il faudrait déjà informer les jeunes, faire voilà, donner beaucoup d'éléments, d'informations par rapport au mariage. Maintenant, oui, la peur, elle est liée également à beaucoup de choses. Ils ont souligné le fait qu'il y ait un passé lourd, parce que les enfants, effectivement, ils essayent de calquer. Tu vas te retrouver avec un jeune qui a des séquelles ou qui a des troubles par rapport aux violences, par exemple, que sa maman subissait dans le foyer. Ouais. Et qui pense qu'en fait le mariage ressemble à ça, en fait. C'est-à-dire, voilà. Donc pour certains, ils se disent ouais, autant rester seul, autant rester célibataire. Donc en fait, tout va dépendre de l'expérience que chacun de nous avons eue dans le cocon familial, en fait. D'accord. Olivia, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de tomber sur une copine ou un frère, une amie ou un ami éloigné qui justement est dans cette phobie-là, cette peur du mariage? Et comment tu arrives à convaincre la personne en te disant c'est pas forcément une mauvaise chose, il faut y aller quand même? Mais moi, ça m'est arrivé. D'accord. Voilà. D'accord. Donc au fur et à mesure que je prends en âge, je deviens un peu réticente. Je me pose beaucoup de questions. Je me pose tellement de questions et voilà, mais j'ai réglé tout ça en parlant avec mes parents, justement. D'accord. Donc, je peux dire que j'ai failli tomber dans ça. D'accord. Ouais. Et c'est les raisons, c'était quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui a failli te pousser dans cette gamophobie-là? Justement, c'est la peur de me dire que je ne serais peut-être pas capable de pouvoir tenir normalement un foyer. Mais après, c'est très vite passé. D'accord. Et la discussion, c'était avec papa ou avec maman? Avec maman. D'accord. Et est-ce qu'elle a eu... donne-nous un peu les détails du conseil, ça peut servir aussi aux téléspectateurs. Je lui dis, c'était quoi la teneur de la conversation? Est-ce qu'elle a compris un petit peu tes peurs? Est-ce qu'elle t'a orienté? Qu'est-ce qu'elle t'a dit tu peux faire un résumé, hein, pas besoin de tirer en longueur, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit concrètement? Comme je suis un peu de nature... craintif, donc elle sait un peu comment je suis, donc elle m'a rassurée et elle a essayé de me donner des conseils par rapport à ça et elle m'a demandé de beaucoup l'observer et d'observer aussi mon père. D'accord. Et donc là, tu es dans le processus d'observation. Voilà, tu observes au niveau de la famille pour voir évidemment comment ça se passe. Il y a aussi
la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Oui, évidemment, on se guide. C'est le parchemin qui nous mène évidemment au bon choix, à la vérité, à la stabilité dont on a besoin. Morel, il y a une école au Sénégal qui s'appelle l'école des maris. Oui, ça existe, hein, les amis, je vous rassure, ça existe. C'est une école qui forme des messieurs à devenir des bons maris, des époux, on va dire, respectés et respectables, mais surtout des époux qui feront en sorte que tout se passera bien. Est-ce que l'initiative, déjà, quel est ton avis par rapport à l'initiative? Est-ce que ça aussi, ça peut concourir un petit peu à freiner cette gamophobie chez des jeunes et même chez des adultes, parce que ça touche aussi les adultes? Tout à fait, Régis. L'école des maris, c'est une initiative que j'apprends à travers toi, Régis, et c'est une initiative tout à fait louable. C'est parce que on observe ce constat selon lequel il y a pas mal de jeunes qui ont grandi sans réellement entendre parler de comment ils doivent se comporter une fois mariés. Genre, ouais. Ils ont reçu non pas une mauvaise éducation, mais ils ont reçu une éducation pas totale. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à cette manière de se comporter avec la femme, avec les enfants. Et comme l'a dit Murphy comme l'ont dit Murphy et Trésor tout à l'heure, ils ont fait constater que lorsqu'un enfant grandit dans une atmosphère qui n'est pas tout à fait conviviale, il n'est pas forcément enclin à se marier par peur de reproduire ce schéma-là. Donc l'école des maris, c'est déjà cette initiative qui va venir changer cette vision-là qu'il a du mariage et le préparer à donner le meilleur de soi-même envers sa femme et envers ses enfants. Donc oui, c'est une bonne initiative et elle est tout à fait louable. On parle d'une phobie, Murphy, la phobie, hein, la peur de l'engagement, la peur du mariage. Évidemment que toutes les phobies sont parfois difficiles à soigner, difficiles à résoudre. Parfois, c'est un gros travail qu'il faut faire auprès d'une personne pour demander à cette personne, évidemment, de vaincre ses peurs. Comment arriver aujourd'hui à vaincre cette gamophobie et quel pourrait être l'impact, sinon le rôle aujourd'hui des médias de façon générale, que ce soit les réseaux sociaux, la télé et la radio. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, évidemment, dans ce sens-là? Oui, principalement les médias, parce que le média, c'est le 4e pouvoir. Rien ne se fait sans les médias. Donc, le média, il a le monopole de la communication. Donc, c'est par les médias exactement qu'il faut faire des spots publicitaires, qu'il faut faire peut-être des petites... des capsules. Des capsules, exactement. D'accord. Sur le mariage et tout ça. On parle du mariage. D'accord. Et des initiatives telles que l'école des maris, que tu viens de nous apprendre là. Oui, bah, c'est aussi légal. Voilà, c'est aussi une bonne initiative. Ouais. Parce que je me dis, c'est plus les femmes généralement qui ont les notions de mariage avant de venir dans un foyer. Parce que les mamans, elles sont un peu traditionnelles, elles apprennent aux filles comment il faut se comporter dans un foyer. Mais généralement, les hommes, on les laisse aller comme ça et puis ils arrivent, ils commencent à faire comme bon leur semble. Donc je me dis, l'école des maris, c'est une bonne initiative. Ils vont savoir comment il faut prendre des responsabilités en tant que chef de famille. Et l'impact il est grand parce que on retrouve beaucoup de personnes frustrées dans la société, dans nos comment ils appellent ça, dans nos administrations. Parce que tout simplement, elles n'ont pas de foyer. Et du coup, leur aigreur, elles viennent le répertorier le répercuter sur... C'est un autre fait, mais évidemment, voilà. ça peut s'expliquer par le fait que... On a aussi les enfants qui grandissent à gauche et à droite. Parce que finalement, ils n'ont pas de foyer dans lequel ils peuvent être encadrés. Et donc, ça contribue également on va dire voilà, à l'augmentation du taux de délinquance ou du taux de banditisme. Donc, je pense que le cadre familial, il est idéal parce qu'il permet de mieux contenir, par exemple, des enfants et d'assurer une stabilité des principes de vie. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas ce foyer-là fait en sorte que voilà, on retrouve des pères démissionnaires, des mamans qui sont à gauche. Et pour beaucoup de personnes, effectivement, comme vous l'avez souligné, hein, les enfants sont dans du mimétisme. Voilà. Et si on regarde ce qu'on voit... Ça va être reproduit à la chaîne. Ouais, ça va être reproduit à la chaîne. C'est assez... Moi, l'aspect... le rôle des médias, évidemment, tu le dis, beaucoup de jeunes aujourd'hui regardent la télé. Et donc, les capsules aussi, ce serait bien pour aller dans ce sens-là. Ouais. Parce que, comme je le disais, et je dis à qui veut l'entendre, parce que le mariage, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est une institution, mais il y a tout un héritage derrière. C'est-à-dire que le mariage, c'est codé.
on a toujours le principe du dualisme. C'est un homme qui épouse une femme, l'homme est habillé en noir et la femme, elle est habillée en blanc. Il y a toujours cette phrase du maire ou bien du prêtre qui te demande et qui te rappelle que tu dois épouser ta femme pour le meilleur et pour le pire. Donc on a toujours cette opposition-là. Mais évidemment que quand je dis que c'est codé, c'est que le noir, ça a une information que ça donne. Le blanc aussi, ça a une information que ça donne. Le blanc, dans notre coutume, ça représente quoi, les amis? Le deuil. En général, quand on a perdu quelqu'un, on s'habille en noir, ou bien on met un profil noir sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est en deuil. Et le blanc, ça représente la paix, le bonheur, la paix, la béatitude et tout le reste. Et vous voyez évidemment qu'avant de se marier, il y a une fête qu'on organise, qui est l'enterrement de vie de jeune fille, bien l'enterrement de vie de jeune garçon. Et vous voyez, on est toujours dans la connotation du deuil avec l'enterrement. On est toujours dans le deuil. En fait, on te dit simplement que tu t'habilles en noir parce que tu viens enterrer ta vie d'avant pour embrasser une autre vie. Cette vie-là, c'est la femme qui est habillée en blanc qui te tient la main pour apporter la stabilité dans la famille, dans le foyer en général. C'est pourquoi vous avez des adages qui disent derrière un grand homme se cache une grande dame. Et tout ça, ce sont des codes. Et malheureusement, on est dans une génération Z où on zappe tout. On n'a pas le temps de mieux connaître ça. Nos parents aussi, tu l'as souligné tout à l'heure en parlant de l'aspect démissionnaire. Il y a certains parents qui sont démissionnaires, qui n'ont plus le temps de retransmettre ou de transmettre cet héritage-là, la symbolique autour du mariage. Je pense que dans certaines traditions en Afrique, avant évidemment d'embrasser la mariée, il y a un balai qu'on dépose au sol et vous devez tous les deux sauter le balai. Donc en fait, on vous dit que vous quittez du point A pour le point B et donc vous laissez vos problèmes de l'autre côté et vous sautez pour arriver dans un autre monde. Donc il y a toute cette symbolique au mariage qui malheureusement n'est plus transmis, il n'y a plus cette transmission-là, en tout cas, de cet héritage-là. Donc ça, c'était la petite découverte, la petite information autour du mariage pour vous dire à quel point c'est symbolique et qu'aujourd'hui, les jeunes devraient plutôt s'engager, mais prendre le temps de le faire. On revient sur la thématique, mon cher Trésor, on parle de la gamophobie. Je rappelle, pour ceux-là qui nous prennent en cours, la gamophobie, la peur, évidemment, du mariage, de l'engagement. Est-ce que la promotion du célibat aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit un peu beaucoup de gens qui disent « Ouais, je me sens bien en étant seul, pas moyen de m'engager. » En général, c'est pas sexiste ce que je dis, mais les femmes, en général, ont tendance beaucoup plus à aller dans ce sens-là. Je n'ai pas besoin d'un homme, je me suffis, j'ai assez des moyens, je peux me déplacer comme je veux, pas besoin d'un homme. Est-ce que justement la promotion du célibat sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne concourt pas un petit peu à mettre en lumière encore cette gamophobie-là, à l'installer davantage dans la conscience des jeunes? Bon, là encore, il faut peut-être essayer de bien identifier les choses. Est-ce que c'est parce qu'on s'est marié, parce que simplement on n'a pas envie de répondre de ses charges à la maison, de payer son électricité, parce que c'est un homme qui doit venir s'occuper de nous? Donc là, ça renvoie encore le fait de savoir est-ce que les femmes sont en égalité avec les hommes. Donc, bien sûr, on peut dire qu'on est indépendant, on peut prétendre vers l'indépendance, mais chercher toujours à se marier. Ce n'est pas incompatible. Je pense même que c'est compatible. Mieux on est indépendant, c'est-à-dire qu'on est capable de subvenir à ses besoins, ça veut dire que lorsqu'on serait jumelé avec une autre personne, ça nous permettra d'avoir une vie plus heureuse. Mais encore que lorsqu'on est en couple, ce n'est pas la prison. Voilà, lorsqu'on est en couple, au contraire, c'est bien parce qu'on partage... Les gens ne savent pas c'est quoi le mariage, je pense. Donc. Ouais, je pense qu'il y a ce point, c'est ce qu'on soulevait tout à l'heure. Et sur les réseaux sociaux, malheureusement, on assiste, même les influenceurs ou influenceuses, comme elles aujourd'hui, enfin ces personnes sont appelées comme ça aujourd'hui, vous prenez... une qui est très suivie aujourd'hui, c'est pas pour casser du sucre sur son dos, c'est un personnage qu'on aime énormément, Emma Loès, qui aujourd'hui est célibataire, qui vit parfaitement sa vie, très bien, et qui met les avis de côté au passage. Vous voyez, par exemple, elle est dans une figure où elle se dit, elle n'a besoin de personne. Donc, elle est suivie par des gens. Encore que l'envers du décor, le public ne le connaît pas forcément. Exactement. Voilà. Donc, tu vois qu'en fait, il y a, pour beaucoup d'influenceuses, il y a cette promotion de « je me sens bien, je n'ai pas besoin d'un homme ». Et ce qui fait que si ces personnes-là sont évidemment suivies, parce que Emma Loès, c'est près de 2 millions d'abonnés sur sa page Facebook, 6 millions de façon résumée, que ce soit Instagram et tout le reste, elle est très suivie. Donc, si vous voyez que cette personne arrive à se sentir bien dans sa peau en étant seule, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de jeunes filles en l'occurrence, le célibat, c'est une bonne chose. Et est-ce que justement, l'inquiétude n'est pas à ce niveau-là, de se dire, ok, comme l'a souligné Murphy, l'envers du décor, on ne sait pas, peut-être qu'elle n'est pas célibataire, peut-être qu'elle a quelqu'un qu'elle n'a pas juste envie d'exploiter
exposés. Et donc, il y a toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux. Est-ce que le danger, quelque part, ce n'est pas aussi à ce niveau-là? C'était ça un petit peu ma question, mon cher Trésor. Est-ce que c'était pas cette promotion un petit peu, j'ai envie de dire, cette flopée-là de promotion du célibat sur les réseaux sociaux, est-ce que ça aussi, ça ne pousse pas beaucoup de jeunes à développer des symptômes de gamophobie? Oh oui, ça peut développer des symptômes de gamophobie. Ça, c'est d'autant plus clair. Si déjà une personne montre qu'en étant seule, ça permet de bien vivre sa vie, c'est comme je disais, ça permet de ne pas perdre sa liberté parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec tout ce que le monde nous promet aujourd'hui comme plaisir, comme exploration, comme voyage, comme moyen financier. Comme découverte, comme dépravation de mœurs, surtout quand on est célibataire. Là, on comprendra bien que la gamophobie se fait justifier. Donc, comme je dis aussi, il faut savoir faire les choses. Parce que dire que quand on est célibataire, on vit mieux sa vie, parce que simplement, à ce niveau-là, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, ça montre qu'en quelque sorte, on crée une société des irresponsables. Des gens qui n'arrivent pas à s'engager sur certaines choses. Et là, sur le plan social et personnel, c'était non abouti pour la société. Ouais. Le plan social, on y revient, ma chère Olivia. On va rester aussi sur la tradition. Alors, jadis, le mariage, c'était vraiment quelque chose de très symbolique au sein. On se rappelle tous quand on était jeune, quand on allait au village, on assistait au mariage de nos tantes et de nos oncles et tout ça. Il y a une tradition derrière. Est-ce que quelque part, le fait que cette gamophobie prend un petit peu de l'ampleur chez les jeunes et chez les adultes, est-ce qu'on est quelque part aussi en train de réunir un petit peu, on est en train de froisser, permettez l'expression, nos traditions? Bon, je dirais que normalement dans nos coutumes, notamment en Afrique, le mariage a toujours été prôné. Ouais. On se marie normalement. Et maintenant que la génération de maintenant décide de ne pas se marier pour une quelconque raison, parce que je suis quelqu'un, parce que quelqu'un vit mieux sa vie dans le célibat, il faut d'abord comprendre que les personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux jouent un rôle. Pour la plupart, ils jouent un rôle. C'est vrai. Voilà. C'est un personnage. Voilà. Et ils ont besoin de ça, ils ont besoin de nos likes, de nos vues, pour eux se nourrir, si je peux le dire ainsi. C'est le cas. Hein. Voilà. Ouais. Donc, ils ont besoin de montrer une image qui va se vendre rapidement, facilement, que tout le monde va pouvoir acheter. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est facile pour quelqu'un de se mettre devant son téléphone et dire « moi, je fais ça ». Entre-temps, dans le fond, la personne ne fait pas réellement, ne mène pas cette vie-là. Et nous tombons dans ce piège-là. Et nous nous disons que c'est comme ça que la vie, elle est. Entre-temps, la vie n'est pas comme ça. Il y a la réalité. Et la réalité, c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce que nos coutumes, et c'est ce que nous avons reçu comme mœurs, qui est la réalité. C'est ce que nous devons suivre. Donc le mariage a toujours été prôné dans nos coutumes, voilà, us, traditions. Voilà. Et donc aujourd'hui, le fait de verser dans une gamophobie, on est quelque part en train de rompre un peu avec la tradition. Morel, la gamophobie, on parle d'une peur et en général, je pense que vous connaissez certaines peurs, la claustrophobie et tout ça. Ce sont des peurs qui se soignent. Est-ce que pour le cas de la gamophobie, il faut aller également voir des spécialistes? Parce que quand on parle de peur, il faut d'abord déceler l'origine de la peur. Je pense qu'on l'a fait un petit peu ici, on a donné des pistes, mais est-ce qu'il faut aller consulter aussi, je sais pas, un spécialiste, un thérapeute, un psychologue pour mieux comprendre un petit peu? Est-ce qu'il faut aller consulter pour essayer de se détacher un petit peu de cette peur? D'accord. Je dirais une fois de plus, oui, Régis, il serait préférable d'aller consulter un psychologue lorsqu'on en a les moyens d'ailleurs, pour soigner cette peur-là. Parce que qui dit peur dit analyse, qui dit analyse dit psychologue, psychothérapeute et ainsi de suite. Tous ces médecins-là qui ont fait ces études de la psychologie du comportement-là seront les mieux positionnés pour traiter les problèmes liés aux peurs. Donc ce serait une bonne idée d'aller voir un psychologue, mais autre que les psychologues, il y a également les personnes mariées qui ont une bonne expérience du mariage, qu'on peut aller consulter. Mais c'est surtout ces personnes-là qu'il faut aller voir. On a des gens qui ont 80 ans de vie commune, 40 ans, 50 ans. Évidemment qu'il y a eu des choses difficiles, mais s'ils sont là, au bout de 40 ans, il y a de l'expérience. En fait, je pense qu'on a perdu également ça. Désolé de t'interrompre, mais c'est pour aller dans le même sens que toi, mon cher Morel. Je pense qu'on a perdu ça aussi. Amadou Ampateba disait que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est toute une bibliothèque qui brûle. Et je pense qu'on est dans ça aussi. Aller voir nos grands-pères au village, posons
posons des questions, essayons de comprendre un petit peu comment lui, il a fait pour rester près de 90 ans avec sa femme. Il y a tellement de choses comme ça qu'il faut aller voir. Pour moi, ce sont les vrais psychologues. Psychologues. Ouais. En effet, Régis, le mariage n'est pas toujours tout bon, tout rose. Ils ont connu des hauts, ils ont connu des bas, et ils les ont traversés jusqu'au stade où ils en sont. Donc, en allant vers eux, ils vont très volontairement et très aimablement à vous jeunes mariés ou à vous futurs mariés vous donner des conseils. Donner des conseils et surtout un point également qui mine parfois les couples, c'est la tromperie. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour parler justement de ce phénomène. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, je vous parlais évidemment de cette thématique qui va meubler cette deuxième partie. On parlera de la tromperie, une erreur ou un choix. Avant évidemment d'apporter une réponse à cette problématique, Morel, la tromperie, si on peut donner une définition assez sommaire, une définition assez sommaire avant évidemment d'entrer dans le vif du sujet. Là, pour moi, la tromperie principalement, c'est le fait de commettre un acte de trahison envers une personne qu'on considère ou avec qui on est en relation. D'accord, là c'est fait. La thématique est campée, on va y aller. Alors, un choix ou une erreur. Alors évidemment que tout au long de cette émission, chacun prendra position par rapport à la thématique, mais s'il fallait que tu nous donnes une réponse, mon cher, tu te ranges de quel côté ? Alors là, c'est beaucoup plus complexe parce que s'il faut définir tout à l'heure comme trahison, ce que c'est que la tromperie, c'est beaucoup plus vaste. Bon, si on part du principe que errar humanum est, c'est-à-dire que l'erreur est humaine et que la tromperie fait partie des erreurs, des aspects des humains, moi je considère que tromper quelqu'un peut être une erreur. Mais sous certaines, bien sûr, sous certains principes, sous certaines conditions. D'accord. Alors, quand on parle de tromperie, évidemment, on a tendance à tout de suite... la tromperie qu'on peut assimiler à la trahison, comme tu l'as souligné également, mon cher Trésor. Quand on parle de tromperie, on a tout de suite... On voit un peu l'aspect du couple derrière, mais il y a également une tromperie amicale, une trahison amicale, professionnelle aussi. Tout ça, c'est assez large, évidemment, comme tu l'as souligné, mon cher Trésor. Murphy, qu'est-ce qui peut expliquer ça aujourd'hui? Revenons sur l'aspect du couple, par exemple. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait de trahir une personne? Est-ce que dans ce cas aussi, à l'image de Trésor, on peut parler d'un choix ou bien d'une erreur pour toi? Dans certains cas, c'est un choix et dans d'autres, c'est une erreur. Je vais commencer par dans l'optique où c'est un choix. C'est un choix dans la mesure où lorsque ça ne va pas avec ton partenaire ou avec peut-être ton collègue, parce qu'on a dit, s'il faut tenir compte de la définition plus large de la tromperie, ça peut être envers un collègue, un ami, etc. Et donc, si tu constates qu'il y a un problème ou il y a une situation qui n'arrive pas à s'arranger. Ouais, conflictuelle entre vous deux. Je pense que la meilleure des choses, c'est déjà de parvenir au dialogue, commencer à parler et dire voilà ce qui se passe actuellement, voici si tu es sur cette voie-là et voilà. Donc je me dis, c'est d'abord le dialogue, il faudrait dialoguer avec la personne pour éviter déjà de tomber dans cette tromperie-là maintenant. Donc s'il n'y a pas le dialogue, du coup on considère ça comme étant un choix. Oui, s'il n'y a pas de dialogue, c'est que tu fais le choix de passer à l'acte, de tromper la personne. Donc je pense que la base, c'est de dialoguer avec la personne. Donc si tu ne dialogues pas, lorsqu'il y a un souci ou lorsqu'il y a un problème, c'est que tu fais le choix de tromper. Bon, tu vas faire certainement le choix de tromper. Et dans le cas où c'est une erreur, comme il a souligné tout à l'heure, l'erreur est humaine, il peut arriver que tu te retrouves dans des situations où tu n'es pas tout simplement lucide, tu n'es pas complètement toi, et puis bon. Ouais, d'accord, évidemment, ça peut commettre l'erreur. Voilà. Olivia, évidemment, moi la question je te la pose aussi, quand on parle de tromperie, vois aussi l'aspect tromperie dans tous les sens du terme. Évidemment, on parle sur l'aspect professionnel, on va peut-être utiliser trahison. La trahison, effectivement, est-ce que pour toi c'est un choix ou bien une erreur? Est-ce que quand on parle d'erreur, ça veut dire que quelque part on peut pardonner pour repartir sur des nouvelles bases? Mais est-ce qu'on arrive vraiment à le faire? Est-ce que ce sera comme avant? Bon, déjà, tromper ou trahir quelqu'un, pour moi c'est un choix. C'est un choix parce que je ne me retrouve pas en train de développer des sentiments pour quelqu'un par hasard.
je ne me retrouve pas entre quatre murs avec quelqu'un, par hasard, ça a été prémédité. D'accord. J'ai décidé de le faire et voilà. À partir de ce moment, c'est un choix. Voilà. On est très loin de l'erreur. Ok. Maintenant, déjà que une fois l'erreur elle est faite, je vais l'appeler ainsi. Une fois on a commis l'acte, ouais. On va se demander pardon, oui, je te pardonne et tout, mais les choses ne seront plus comme avant. Plus comme avant, certainement plus comme avant. Je peux te pardonner, mais je ne vais pas oublier. Je peux te pardonner, mais est-ce que je vais te refaire confiance? Je peux te pardonner. Je pense que le plus dur, c'est ça, c'est de devoir refaire confiance à quelqu'un. Donc moi, je trouve que, voilà. Et ça dépend de la maturité avec laquelle on gère nos problèmes dans le couple. Il y en a qui essaient vraiment de s'en sortir et de vraiment laisser ça dans le passé. D'autres, ça ne fait que vraiment casser les choses et... Après, il y a la rupture, tout simplement. Évidemment, parce qu'après, derrière, on devient un peu parano, on s'imagine beaucoup de choses. Comment aujourd'hui la trahison ou la tromperie dans le domaine professionnel, par exemple, mon cher Morel, peut effectivement impacter, enfin ce choix peut impacter par exemple au niveau de l'entreprise. Vous êtes employé, salarié dans une entreprise, vous décidez par exemple de revendre des informations de cette entreprise-là, on est dans une tromperie parce qu'à partir du moment où vous signez un contrat, c'est un engagement auprès de cette entreprise-là. Quel pourrait être l'impact à ce niveau-là et comment expliquer ça ? Déjà, pourquoi expliquer qu'un employé d'une entreprise décide d'aller vendre des informations auprès d'une autre entreprise? Moi, je dirais tout simplement que c'est l'appât du gain. L'appât du gain est la principale cause qui peut expliquer cela, car aussi le mauvais traitement, que peut subir un employé de la part de ses employeurs de l'entreprise peut justifier cela, car il peut avoir ce désir-là ou nourrir ce désir-là de nuire à son entreprise, car elle aussi lui nuit. Donc, il y a cette réciprocité-là déjà qui va l'amener à trahir son employeur, ou ce sentiment-là de ne pas être à l'aise dans sa boîte et vouloir chercher une place ailleurs, vouloir faire ses preuves ailleurs, qui peut l'amener à trahir son employeur, je peux le dire en ces quelques termes. Mais là, pour rejoindre le thème de l'émission, on dira que la tromperie là n'est plus une erreur, mais ce sera dès lors déjà un choix de trahir, car étant lucide, il faut le rappeler, comme Murphy l'a dit, comme Murphy et Trésor l'ont dit, la tromperie là sera un choix, car dès lors qu'on est lucide, en pleine possession de ses moyens et de ses capacités, toute décision que l'on prend devient un choix. L'erreur est un acte involontaire. Il l'a aussi souligné tout à l'heure, lorsqu'on est sous l'effet de stupéfiants ou de l'alcool, on n'est plus maître de nos décisions. Je prends un cas très simple et très particulier. On peut aller juste dans un lieu de divertissement, notamment un bar avec des amis pour se détendre. Et si on ne se retrouve plus dans cette situation-là, et ça peut conduire évidemment à poser des actes qu'on va regretter, des actes qui vont dans ce sens-là. Et même dans le cadre professionnel, je peux le dire ainsi, lorsque l'employé d'une autre boîte m'approche, mais fait usage de malice, lorsqu'il m'amène dans un lieu de détente, je le répète une fois de plus, que je prends le verre de trop, je peux lui sortir des informations de façon non volontaire. Et là, ça devient une erreur. Donc la tromperie peut bel et bien être une erreur et un choix, selon le contexte dans lequel il intervient. D'accord. Mais on va revenir sur le contexte, parce que là, c'est dans le contexte professionnel de façon générale. Trésor, dans le couple, c'est encore un peu plus compliqué à ce niveau-là. Même dans une relation amicale, c'est encore un peu plus compliqué. On a l'impression qu'on pardonne difficilement une tromperie dans un couple. Oui, c'est pas facile du tout de pardonner une tromperie, parce que d'abord, on a fait confiance à une personne qui nous a montré qu'en quelque sorte, on ne méritait pas la confiance qu'il nous a accordée. Et de plus encore, parce que aussi la personne, elle, lorsqu'on se regarde ce qu'elle a eu à faire, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle allait chercher là-bas que moi, je ne pourrais pas l'offrir. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, lorsqu'on a un regard un peu panoramique de cette situation, on se dit en quelque sorte qu'on ne méritait pas la personne qui était en face de nous. Oui, on a tendance à penser que le problème, c'est nous, en fait. Voilà. Donc là, maintenant, ça met un climat de manque de confiance. Soit la personne se remet en cause, ou même nous qui avons subi la tromperie, on se remet en cause. Donc, c'est un mal qui tue non seulement la personne qui a commis l'acte, mais aussi la personne qui subit l'acte en même temps.
Et pourquoi c'est difficile à pardonner concrètement? On a parlé de la communication. Ouais. Mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, Olivia disait « j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Et on sait évidemment que pardonner, c'est retirer le côté toxique du problème. Mais pourquoi on a l'impression que c'est aussi difficile? C'est vrai que tu as souligné, hein, tu as donné des pistes, mais pourquoi c'est aussi difficile? Et on est aussi aujourd'hui dans un monde un peu sexiste, ça il faut le dire. On a l'impression qu'on pardonne beaucoup plus la tromperie de l'homme que celle de la femme. Mais de façon générale, pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se détacher de la personne, on a du mal à tourner la page, on revoit... Ça va hanter toute notre vie. Ouais, d'accord. Le simple fait de penser à ce que l'autre nous a fait vivre, ça va nous hanter toute notre vie. Peu importe les actes qu'il aura commis envers nous, les actes de bienfaisance, des gentillesses et des cadeaux, mais il suffira juste qu'un seul jour, il fasse un acte qui n'est pas intéressant pour nous. On va se souvenir de ce qu'il a eu à faire. Ouais, c'est-à-dire qu'on va oublier les bons côtés, on va juste faire un focus sur l'acte qui a été posé. Olivier, est-ce que ça t'est déjà arrivé, enfin pas de te retrouver dans la situation, enfin ça c'est assez confidentiel, mais je veux dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé par exemple d'en parler avec, lorsque tu as été soit victime de ça, ou bien une copine qui est venue vers toi parce qu'elle a été victime de tromperie et qu'elle avait besoin de se relever un petit peu. Est-ce que tu as joué, on va dire, les aides-soignantes dans ce sens-là? Ouais, j'ai un ami qui a été victime de ça. D'accord. Mais lui, il a mis beaucoup de temps avant de pardonner. Il a mis beaucoup, ça lui a pris beaucoup de temps. Et même là, jusqu'à présent, il y a encore des séquelles. Il essaie de guérir. Vraiment, il est en voie de guérison. D'accord. Je veux dire ainsi. Donc. Et donc, il est venu vers toi, il t'a posé le problème. Et je veux dire, quelle était la posture? Est-ce que tout de suite, tu es rentré dans le rôle de la personne qui écoute? Parce qu'en général, ces personnes ont besoin d'évacuer certaines choses. Hein. Ils ont besoin d'évacuer tout ce qu'ils ont emmagasiné. Est-ce que tu étais dans cette posture de celle qui écoute ou bien celle qui tout de suite donne des conseils? Justement, quand quelqu'un vient vers toi, c'est pour avoir... conseil. En fait, quand quelqu'un te parle, il faut prendre la peine d'écouter la personne. D'écouter déjà, ouais. Donc, moi, j'ai pris la peine d'écouter la personne et de comprendre la personne. Maintenant, à partir de là, je lui ai donné simplement des conseils. Mais l'objectif était de comprendre et d'écouter la personne parce qu'elle a envie de se libérer. Elle veut parler du problème sans frein, en fait. Ouais. Donc, si elle vient vers moi, c'est pour ça. Donc, moi, je lui ai juste donné quelques conseils et puis... Est-ce que c'est des thématiques aussi, Morel? Est-ce que, je veux dire, la responsabilité parentale, est-ce qu'on peut voir une possible responsabilité parentale dans le sens aussi de préparer nos enfants à ça? Lorsqu'on est victime de ce genre de choses, comment on doit réagir? Parce qu'après, il y en a qui vont à l'extrême et ça conduit au crime passionnel parfois. Comment justement éviter d'en arriver là? S'il y a une responsabilité parentale, bien sûr. La responsabilité parentale se traduit à ce niveau-là du fait que les parents doivent préparer leurs enfants à bien se comporter, on en a parlé lors du premier thème, à bien se comporter une fois marié, car lorsque ce qui m'attire vers toi, à un certain moment de notre relation, lorsque ça disparaît, je serai bien évidemment emprunt à aller le chercher ailleurs. Ouais. Donc déjà ce fait-là, il doit être préparé de manière à ce que les parents apprennent à leurs enfants comment se comporter, comment être, aussi bien du côté de l'homme que de la femme, comment se comporter envers son conjoint. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu remarques déjà, parce qu'il y a des signes. Oui, évidemment. Lorsqu'on va tromper, il y a des signes précurseurs. Ouais. Comment se comporter lorsque tu remarques qu'il y a des signes que ton partenaire est en train de se détacher progressivement de toi? Que faire pour remettre ou pour faire renaître la flamme? Il y en a qui vont consulter des thérapeutes. Tout à fait. Thérapie de couple. Mais les meilleurs thérapeutes restent nos parents qui ont, eux, une l'expérience de la chose. Donc, aller vers eux serait déjà une solution là pour apprendre à éviter le problème, éviter même que le problème ne se pose. Et lorsqu'il se pose, comment le traiter? Parce que oui, on a souvent l'habitude d'aller se réfugier dans les bras de nos amis et parfois ces amis-là, ils ont une jalousie. On peine à le dire, mais peu sont nos vrais amis. Bon, ce n'est pas le cas pour toi, Olivier. Rassure-nous, toi, ça va, tu es une bonne amie qui donne des bons conseils. Non, mais je te taquine. Donc, on court souvent se réfugier dans les bras de nos amis, aussi bien hommes que femmes, qui nous jalousent. Alors, ces derniers-là n'auront pas vraiment bon conseil. Le bon conseil à te
prodiguer, mais ils seront plutôt radicaux vis-à-vis de toi. Alors que lorsqu'on retourne dans les bras de nos parents pour d'éventuels conseils, cela même sera même de te prodiguer ce qu'il convient le mieux pour eux, car c'est toi qui es leur enfant. Bien avant qu'il y ait cette union de beau-père, belle-fille ou de beau-père, belle-mère, justement, bien avant ça, tu es leur enfant. Donc, ils chercheront toujours à donner le meilleur pour toi et à faire tout pour que les meilleures conditions de ton épanouissement soient réunies. Donc, moi, je conseillerais déjà d'aller vers les parents et je conseillerais aux parents de parler à leurs enfants de manière à les préparer à cela. Évidemment, sur tous ces aspects-là, parce que quand on voit des crimes passionnels, parfois c'est pas intéressant. On voit des couples heureux aujourd'hui, ensuite il y a un qui va disparaître pour des raisons que nous connaissons tous ici et évidemment et sur lesquelles nous sommes en train de plancher. Murphy, il y a un point qui a été souligné par notre ami Morel tout à l'heure dans son argumentaire qui parlait un petit peu d'anticiper. Est-ce qu'aujourd'hui, va falloir aller dans le sens de désamorcer la bombe? J'explique. Supposons par exemple que toi, Murphy, tu es en couple, voilà, tu es sorti, tu as une belle tête, on t'apprécie énormément, il y a une dame qui vient vers toi qui a besoin de ton contact, histoire évidemment de se revoir. Est-ce que pour désamorcer la bombe, parce que tu sais évidemment que si elle demande ton numéro, c'est pour autre chose que de jouer au ludo, on est d'accord, peut-être qu'elle est dans un principe d'une vie commune avec toi, se marier et tout le reste, mais toi tu es en couple. Est-ce que pour désamorcer la bombe, l'initiative c'est de venir à la maison et de dire ah tiens chérie, même sous un ton ludique hein, avec ta partenaire, ah tiens chérie écoute, il y a une dame qui a demandé mon numéro aujourd'hui dans la rue, mais t'inquiète, voilà, je n'ai pas remis le numéro de téléphone. Ou bien si tu as remis, tu dis que tu as remis. Est-ce qu'il faut désamorcer dans ce sens? Faut-il tout dire pour éviter la tromperie? C'est exactement ça. Et comme je disais tout à l'heure, tout dépend des bases dès le départ. D'accord. Donc les bases que vous avez fixées. Quel est le type de relation que vous entretenez? Est-ce que vous entretenez une relation où vous vous dites tout? Ton partenaire, c'est ta meilleure amie? Oui, mais est-ce que la question c'est est-ce qu'on dit tout? Oui, j'y arrive. Est-ce bon, que Est-ce que ton partenaire c'est ta meilleure amie? Est-ce que ton partenaire également c'est ton confident et tout? Donc tout dépend déjà des bases que vous avez mis. Est-ce que la nature de la relation. Est-ce que vous avez une complicité qui fera en sorte que lorsqu'il y a une situation qui se présente, tu as la facilité de venir dire écoute, il y a une jeune fille qui m'a abordé dans la rue, elle m'a demandé mon numéro, j'ai refusé de donner. Tout dépend en fait de la relation que vous entretenez. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui entretiennent des relations où on est encore dans le mari, c'est le chef de famille, on n'adresse pas la parole. Quand il rentre, tout le monde prend la fuite, chacun rentre dans sa chambre. Mais si on est dans ces relations-là, c'est clair que c'est impossible de pouvoir avoir ces discussions un peu intimes. Voilà. Donc je me dis, tout dépend de la nature de la relation que tu as avec ta partenaire et tout dépend des bases que vous avez fixées depuis le début. Donc je suis d'accord avec toi, il faudrait prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, aller lorsqu'il y a des signes précurseurs, commencer déjà à annoncer à notre... commencer à communiquer. À communiquer pour éviter de tomber dans la dépression et dans le goût. Et comme on dit souvent, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous, en général. Mais je te sentais un peu partagé par rapport à la question que je posais à Murphy. Faut-il tout dire dans le couple, mon cher Trésor, ou bien il y a des choses qui vraiment, il ne faut pas y aller et de partir avec dans la tombe, comme on dit? Oui, effectivement, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, parce que parfois, la vérité, c'est bien, mais parfois, il ne faut pas dire la vérité parce que ça peut fausser jusqu'au restant de notre vie. Donc, si on s'est mis à tromper notre conjoint ou notre conjointe, c'est qu'elle ne va jamais te pardonner. Elle ne va jamais te pardonner. Donc, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu pourras l'accorder, peu importe comment a commencé votre relation, elle ne va jamais te pardonner. Elle peut faire semblant de te pardonner pendant une fois, 2 fois, mais elle va souvent se souvenir de ce qui s'est passé. Comme Olivier l'a dit, on n'oublie pas quoi. À chaque problème, elle va faire ressortir ce fait-là. Donc, pour éviter ça, parce que non seulement lorsqu'on veut dire ce qui s'est passé à notre conjointe, il faut d'abord se demander, est-ce que moi-même je suis capable de pouvoir trouver qu'est-ce qui m'a amené à tromper la personne. Ou bien est-ce que si j'inverse les rôles, je pourrais supporter... Effectivement. Parce que si j'inverse le rôle, je pourrais supporter. Donc, non seulement qu'est-ce qui m'a amené à tromper la personne, pour garantir à la personne que dorénavant, je ne pourrai plus le faire, voilà comment j'existe, voilà comment je vis. Mais aussi, est-ce que je serais capable de supporter si la personne me disait autant? C'est pas facile, même nous les hommes. Même lorsqu'une femme nous trompe...
Voilà, vaut mieux ne pas dire, vaut mieux mourir tranquillement avec ça la tombe. C'est vrai que c'est cruel. Oui, mais c'est vrai que d'aucuns disent que le mensonge, c'est une sœur éloignée de la vérité. Il y a certains mensonges qui sont plutôt dans le sens d'éviter certaines situations difficiles. Donc on ment pour éviter une situation un peu complexe, évidemment, surtout dans le couple. Enfin, on n'est pas en train de dire aujourd'hui que c'est bien de mentir dans le couple. Mentir tout court, c'est à prohiber, c'est pas une bonne chose. Il faut toujours dire la vérité, mais il y a certaines situations où quand on veut éviter des problèmes un petit peu compliqués, on est obligé parfois de rester un peu, de faire dans la rétention de l'information, même si on le rappelle évidemment sur ce plateau qu'on condamne le mensonge et que la vérité, c'est ce qu'il faut mettre en lumière. Ma chère Olivia, on parle évidemment de la tromperie, un choix ou bien une erreur. Alors tu as pris position. Pour toi, c'est un choix et des choix appellent à des responsabilités. Les responsabilités renvoient à des conséquences. Les conséquences, ça peut être la rupture, comme on l'a souligné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à comprendre ces femmes-là qui pardonnent réellement et qui décident de repartir à zéro? Repartir à zéro sur des nouvelles bases, c'est là aussi l'une des solutions pour vaincre un petit peu le petit fantôme qui tourne autour du couple en général, en l'occurrence la tromperie. Bon, en général, surtout en Afrique, si tu parles à ta mère, tu pleures, tu dis maman, mon mari m'a trompé, elle va te dire non, supporte. Ouais. Non, reste là. Non, ça a toujours été comme ça. Non, tu ne vois pas ta tante telle, tu vois pas même moi, j'ai vécu ça et tout. En Afrique, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, que la femme doit accepter la tromperie de son mari. Oui, mais est-ce que c'est pas lié à la tradition, à la coutume? Il y a la tradition aussi qui dit que c'est pourquoi tout à l'heure on disait que on est aussi un peu dans un monde un peu sexiste où on a l'impression que on pardonne beaucoup plus la tromperie de l'homme que celle de la femme. Même pas celle de la femme. Ouais. Non, en fait, on a un peu trop, et ça, on dit pas forcément, on respecte évidemment les principes, c'est de la tradition et tout ça, mais on dit qu'aujourd'hui va peut-être falloir revoir certaines choses à ce niveau bien précis. Alors c'est vrai que certains parents ont tendance à dire il faut y aller. Du coup, la posture des parents dans ce sens-là, c'est pas s'il fallait faire un choix par rapport à la thématique. Quand un moment on te dit écoute, il l'a fait, mais vas-y, c'est ton homme, va comprendre pourquoi il l'a fait, essaie de mettre la communication devant pour essayer d'enlever les épines et de repartir sur les nouvelles bases. Est-ce que du coup, maman, elle est dans la position de c'est une erreur ou c'est un choix, si elle te donne ce genre de conseils? Je pense qu'elle est beaucoup plus dans le sens où c'est une erreur et qu'il faut aller dans le sens de pardonner et d'aller... ouais. Après, c'est aussi souvent pour sauver les apparences. D'accord. Vous savez, dans nos familles, c'est honteux d'apprendre que ma fille s'est mariée, là, il n'y a pas longtemps, elle a divorcé parce que... Ça rejoint le premier thème. Il faut dire qu'en réalité, on veut préserver le foyer. Donc, pour préserver ce foyer-là, si ton mari te trompe, on va te donner quelques astuces, on va te dire voici comment tu dois te comporter, sois gentil avec lui, quand il va rentrer, il va avoir honte, il aura des remords et il va mieux se comporter, voici. Donc je crois que c'est ça. Donc, pour beaucoup sur ce plateau, vous êtes sur l'aspect du choix. Et à part Trésor qui relativise, qui est dans le principe de l'erreur aussi. Oui, c'est un choix. Et dans une moindre mesure, c'est une erreur. D'accord, les amis. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Évidemment, on a une pensée avant de clore cette émission. On voit un peu ce qui se passe. Évidemment, ce séisme qui a touché le Maroc. Et on a beaucoup de compassion pour les familles, beaucoup de compassion également pour le Maroc. Toute l'Afrique, évidemment, est derrière le Maroc pour cette situation très difficile. Et nous souhaitons beaucoup de courage à la population marocaine, beaucoup de courage aux familles endeuillées aussi. C'est une situation très compliquée, mais évidemment il y a le soutien, les prières de toute l'Afrique qui sont dirigées à l'endroit du Maroc. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être des personnes à saluer vite fait. Murphy, on veut saluer papa, maman, remercier. Je salue toute ma famille, c'est mes premiers supporters. D'accord. Voilà. Donc toute la famille, c'est papa, maman, les frères, les noms. Lilian, mon papa, Nadia, ma maman, Chris, mon petit frère. J'ai beaucoup de petits frères, je ne peux pas tous les citer. On ne va pas tous les citer, d'accord. Voilà. On a cité papa et maman, c'est l'essentiel. Trésor. Je salue mon ami Harley qui est au Maroc actuellement, il se porte bien. D'accord. Bonne santé. Ouais, justement, vous voyez un peu ce qui se passe, vous avez pris des nouvelles des familles au Maroc, ça se passe bien. D'accord, merci en tout cas de nous rassurer, mon cher Trésor. Olivia.
Je salue mon père, Yvan, d'accord, Bertie et mon ami Arel. D'accord, maman c'est Bertie. On espère que maman Bertie est fière de toi en te voyant aujourd'hui à la télé. Maman Bertie, n'hésite pas à donner des conseils, évidemment, à notre amie Olivia Morel. D'accord, moi je salue comme d'habitude papa Jovial et maman Virginie ainsi que toute mon équipe de NPS Construction. D'accord, évidemment. On salue tout le monde encore. Grosse pensée et union de prière pour le peuple marocain après, évidemment, ce séisme. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, on garde le sourire.